On va parler du 7 octobre 2023. Le 7 octobre 2023, donc c'est une journée de massacre, une attaque terroriste du Hamas contre le sud d'Israël, 1200 morts, 251 otages. Et aujourd'hui, on est le 7 octobre 2024, un an après, avec tout ce qu'on a appris de ce massacre. On va essayer de comprendre cette journée, ce conflit entre le Hamas et Israël. On va essayer de le comprendre ensemble avec Sonia Delsalle-Stolper, qui est la chef de notre service Planète. Salut Sonia. Bonjour Corentin. Je vous fais une petite pause dans la discussion. Si elle vous plaît, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On propose des entretiens comme ça chaque semaine. Vous pouvez aussi commenter sous cette vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. Pour commencer, Sonia, est-ce que tu peux nous parler de l'attaque en elle-même? Ça commence à 6h29. Comment se déroule cette journée? Écoute, ça commence à 6h29 par des sirènes qui retentissent dans tout Israël pour prévenir que quelque chose se passe. En général, c'est une attaque. Et effectivement, mais c'est une attaque d'une ampleur sans précédent, avec des roquettes qui sont tirées par milliers et en même temps, simultanément, une incursion de la bande de Gaza vers Israël, donc vers le sud d'Israël, et qui se passe dans 29 points différents. Donc en fait, c'est une attaque qui est simultanée dans plein d'endroits. On a beaucoup parlé de ce fameux festival de Nova où sont arrivés quand même des types en parachute. Et en fait, je pense que ce qui est peut-être le plus frappant, parce que moi je l'ai vécu en tant que journaliste, j'ai été réveillée immédiatement par ce qui se passait. Et en fait, personne n'a compris au début. C'est ça qui est c'est même pas encore la sidération, c'est vraiment l'incompréhension. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça ressemblait à rien de ce que Israël connaît ou connaissait. Il y a déjà eu des missiles tirés par le Hezbollah, tirés par le Hamas, des alertes aériennes, etc. Mais une attaque de cette ampleur et de ce type, ça n'était jamais arrivé. Concrètement, sur cette attaque, que font les combattants du Hamas? Qu'est-ce qui se passe? Par où ils entrent? Comment ça se passe sur cette journée exactement? Mais c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, ils attaquent toutes sortes de cibles différentes. Donc, ça va du poste militaire à la frontière, à l'endroit où on passe et où ce mur qui était censé être impénétrable devient une passoire. Ça va dans des kibboutz qui sont situés pas très loin, effectivement, de la frontière. Donc, les kibboutz, c'est des villages à la frontière entre Gaza et Israël. Absolument. Les kibboutz, ce sont des communautés, en fait, et de manière assez intéressante, c'est que ces kibboutz-là étaient souvent peuplés de gens qui étaient plutôt en faveur de la paix, qui étaient plutôt des militants pour la paix, qui avaient souvent des contacts assez proches avec les Palestiniens et avec leurs voisins. Et l'attaque c'est une attaque totalement indiscriminée. Donc en fait, les cibles, ce sont les militaires, mais ce sont les habitants des kibboutz, les personnes âgées, les couples, les civils, les enfants, les jeunes qui étaient à la fameuse rave party. C'est en fait tous les civils qui sont là sont pris pour cible, à la fois soit pris en otage, soit abattus sur place directement, voire torturés, brûlés. Enfin, ça a été abominable. C'était un choc pour beaucoup et on s'y attendait pas, notamment parce que il était dit que c'était une frontière qui était censée être impénétrable entre Israël et Gaza. Pourquoi? Comment ils ont pénétré finalement? Il y a eu une faille, il n'y a aucun doute, et l'enquête est encore en cours, elle arrivera un jour, on aura une enquête très précise, sans doute un jour, sur les failles de la sécurité israélienne à ce moment-là, des services de sécurité, qui n'ont pas vu venir. Il y a eu cette histoire de ce qu'on appelle les femmes qui étaient postées pour surveiller ce qui se passait, parce qu'il y avait des caméras, parce qu'il y avait tout ce qu'il fallait, qui étaient postées à la frontière pour voir ce qui se passait, et qui ont signalé qu'elle constatait depuis plusieurs semaines qu'il y avait des entraînements de membres du Hamas qui se faisaient au niveau à Gaza, et ça n'a pas été pris en compte par les services de sécurité. Donc il y a eu à coup sûr vraiment une faille à ce niveau-là qui a permis aux combattants du Hamas de se précipiter et de perpétrer cet acte terroriste absolument innommable. Est-ce qu'on a des informations sur comment cette opération s'est montée du côté du Hamas? Est-ce que tu disais qu'il y a eu des failles sur le fait que le gouvernement israélien n'est pas forcément au courant? Comment est-ce que tout ça s'est préparé? Est-ce qu'on sait comment ça s'est préparé? Alors, on ne sait pas s'il n'était pas au courant
de certaines choses, puisque clairement, il y a eu des alertes, il y a eu des choses qui ont été signalées. Après, là où il y a eu un défaut évident, c'est de compiler toutes ces informations en se disant il y a une attaque d'ampleur qui est en train de se préparer. Et ça, c'est complètement passé à côté du radar. Pour quelles raisons qui n'a pas pris en compte les avertissements, etc. Ça, c'est l'enquête qui le dira. Hein. Est-ce que c'est au niveau des services secrets, de l'armée, du gouvernement de Netanyahou? On ne sait pas, et ce sera établi plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, à aucun moment, et on le voit dans la lenteur de la réaction aussi, de la réaction israélienne, c'est-à-dire, en fait, il y a plein d'habitants des kibboutz qui ont expliqué, parce que il faut rappeler qu'en Israël, c'est pour ça qu'aussi on parle souvent des alertes, tout le monde vit avec, dans sa maison, dans son immeuble, en général, il y a un abri, parce qu'on sait qu'on n'est pas à l'abri d'une attaque terroriste. Et tout le monde, dans les kibboutz, les habitants ont essayé de se réfugier dans ces chambres fortes, hein, qui sont supposées être fermées, et qui n'ont malheureusement pas toujours protégé les habitants. Et ont attendu que l'armée arrive, que des sauveteurs arrivent. Or, clairement, à ce moment-là, il y a eu un décalage, puisque l'attaque a commencé à 6h29 et que, en fait, l'armée israélienne entre vraiment en œuvre autour de 10h30, 10h34 à peu près. Donc, il s'est passé quand même plusieurs heures pendant laquelle, en fait, il y a quelquefois, il y a des policiers qui faisaient la circulation, qui se sont retrouvés à essayer d'attraper une arme pour défendre les civils autour d'eux qui sont pas formés pour ça. Donc en fait, il y a eu et ça participe de ce sentiment de totale sidération et de pas comprendre mais qu'est-ce qui se passe. Du côté de la société israélienne, on ne s'y attendait vraiment pas. Il y a une chose qui montre ça, c'est qu'il y avait un festival à quelques kilomètres de la frontière entre Gaza et Israël, le festival Tribe for Nova, c'est ça? Oui, c'est ça, un festival pour la paix où des jeunes sont venus danser sur de la musique techno toute la nuit et sur plusieurs jours. Et il y avait à peu près 3500 personnes qui étaient là, qui avaient garé leur voiture et qui dansaient, qui dormaient sous des tentes. C'était un festival un peu hippie, où il y avait énormément de jeunes. Et ça a été la panique totale parce que c'était à l'aube. Il y avait certains qui étaient encore en train de danser. La musique couvrait les bruits des premières détonations. Et puis, il y a eu un mouvement de foule. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a en une de notre journal aujourd'hui. Hein, cette foule et cette jeune fille qui court et qui clairement a compris ou n'a pas compris ce qui se passe, mais sait qu'il faut qu'elle court, que sa vie en dépend. Et c'est ce qui s'est passé. C'est effectivement une fuite absolue. Et on a retrouvé quand même 370 personnes qui ont été tuées à bout portant souvent, parfois sexuellement attaquées également, violentées sur ce désert. Hein. C'est un champ dans le désert, en fait. Si on retourne dans le récit de cette journée, à quel moment est-ce que l'armée israélienne parvient à intervenir dans cette attaque terroriste? Comme je le disais un peu plus tôt, ça a commencé vers 10h30, 10h34 à peu près. C'est la réplique de l'armée israélienne. Mais en fait, le fait est que c'était tellement étalé, les attaques étaient tellement étalées, tellement diverses. Et par ailleurs, il y avait aussi des terroristes qui se sont habillés en soldats israéliens, donc qui ont en fait détourner l'attention, tromper certains civils qui ont couru vers eux pensant être sauvés et en fait se sont retrouvés otages ou tués. Et donc en fait c'était sur l'autoroute, c'était dans un kibboutz, c'était dans un autre kibboutz, c'était au Festival Nova, c'était dans la ville de Sderot, le commissariat est devenu un siège et a finalement été rasé finalement. Et ces combats ont duré plus de 24 heures en fait. Plus de 24 heures. Il faut penser à ça. C'est que je pense qu'on réalise pas souvent les attentats qu'on est habitué à raconter ou qu'on peut traverser, y compris ceux de Paris, se déroulent sur quelques heures. Ou quelques minutes même parfois, quand c'est le cas, quand c'est une bombe qui explose par exemple. Là, les combats ont duré plus de 24 heures et il y a eu cette espèce d'incertitude sans savoir si les zones étaient sécurisées avant le dimanche, puisque ce 7 octobre était un samedi l'an dernier. Donc voilà. Cette journée, comme tu le dis, ça se déroule jusqu'à à peu près 20h. À 20h, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est les soldats du Hamas qui se retirent? Oui, alors
pas forcément des soldats, les combattants ou les terroristes du Hamas se retirent. Alors, soit ils se retirent, soit ils ont été tués dans les combats. Il y en a beaucoup quand même de ceux qui sont arrivés et on sait que les corps de beaucoup des terroristes sont gardés dans des chambres froides aujourd'hui en Israël, dans l'attente d'un accord sur les échanges de prisonniers et des otages, puisque chaque partie, entre guillemets, va essayer de récupérer les corps de leurs proches. Donc ça fait partie aussi des négociations en général quand il y a des négociations, s'il y a un jour des négociations qui aboutissent, mais ça fait partie du jeu. Donc effectivement, il y en a une partie qui ont été abattues, une autre partie qui se retire, et l'armée qui commence à sécuriser zone après zone. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à mesurer, on avait commencé un peu plus tôt dans la journée, mais à mesurer l'ampleur vertigineuse de cet attentat. Et le nombre de victimes absolument dingue par rapport à la population. En une journée, en quelques heures, tout sexe, âge confondu, qui sera le bilan de cette journée. Et dès la fin de cette journée, Netanyahou annonce des représailles immenses. Oui. Et dès le lendemain, c'est ça, il y a eu d'énormes bombardements à Gaza. En fait, à 2h19, je crois, Netanyahou fait un communiqué et promet une vengeance et une guerre qui va être longue et épuisante. J'aime pas trop dire que Netanyahou avait raison en général, mais pour le coup, on en est là aujourd'hui. Un an après, on est avec une guerre qui effectivement a rasé Gaza ou presque. C'était vraiment une vengeance implacable. Et on est avec une guerre qui maintenant s'est étendue au Liban, qui pourrait s'étendre. L'Iran a frappé 2 fois, à 2 reprises, a tenté de frapper durement Israël. Israël a promis des représailles. Donc on est quand même dans un contexte explosif, avec une guerre qui s'est étalée partout, des victimes. On a des bilans qui varient, mais on a à peu près un bilan, une estimation basse de 40 000 morts à Gaza, 2 000 ou 3 000 au Liban. Et c'est une guerre qui n'en finit pas et dont on voit effectivement pas la fin. Faut peut-être souligner, peut-être rappeler, peut-être pour expliquer aussi pourquoi c'est tellement, pourquoi les représailles sont tellement violentes. C'est aussi que pour Israël, à ce moment-là, Israël était considéré comme étant l'endroit de refuge. C'est comme ça et c'est sur cette idée que l'État d'Israël a été créé, de pouvoir avoir un endroit où les Juifs du monde entier peuvent vivre en paix et se réfugier et vivre en paix. Et là, soudain, ce sentiment qui était un faux sentiment de sécurité, puisqu'on a déjà parlé du fait qu'il y avait des alertes, régulièrement et il y a eu plusieurs guerres au fil des années qui se sont avec les voisins, mais il y avait quand même ce sentiment que sur le sol d'Israël, on était à peu près en sécurité. Or là, ce sentiment-là explose complètement ce jour-là. Ça veut dire que il y a plus aucun endroit et il y a plus aucun sentiment de sécurité. Donc il y a ce sentiment aussi de citadelle assiégée et qui provoque derrière ces représailles qui n'en finissent pas. Vu la puissance de ces représailles, moi je me demande, mais pourquoi le Hamas prend cette décision d'attaquer ? Est-ce qu'il ne pouvait pas s'attendre à des représailles aussi violentes ? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé dans la tête des chefs du Hamas pour prendre cette décision ? Alors non, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est que souvent, et de ce qu'on sait pour le moment en tout cas, c'est que l'attaque a surpris, y compris les alliés du Hamas. Donc, y compris le Hezbollah au Liban, y compris peut-être une partie de la branche politique du Hamas qui était au Qatar. Donc, ça a pris tout le monde par surprise. Il y a des théories selon lesquelles, initialement, ils auraient voulu essentiellement prendre des otages pour pouvoir, effectivement, obtenir un échange de prisonniers, machin. Ça tient pas trop debout, vu la violence et l'atrocité, la perversité de l'attaque, qui dépasse l'entendement. Je crois que c'est compliqué d'avoir la moindre interprétation de qu'est-ce qui a poussé. C'est pas un acte de résistance pour une cause, ça peut pas être ça, parce qu'effectivement, le Hamas pouvait pas, et Sinwar, le chef de la branche militaire, ne pouvait pas imaginer une demi-seconde que le chef du Hamas ne pouvait pas ignorer ces représailles. Que les représailles seraient. Donc en fait, ce qu'il faut peut-être souligner, c'est qu'en fait, ni Sinwar
à Gaza, donc pour le Hamas, ni Netanyahou n'ont en fait vraiment à cœur la cause de leur population, quoi. Quel défenseur de son peuple peut engager une action qui va provoquer derrière l'anéantissement de 40 000 de ses citoyens, quoi, qui sont dans et la destruction absolue du territoire. De la même manière, quel chef d'État et de gouvernement peut continuer à aller toujours plus loin dans les représailles, alors que 150 otages sont encore aux mains, on ne sait pas combien sont encore vivants, sont encore aux mains du Hamas dans des tunnels, dans des conditions, on n'a aucune idée de leur état, et on suppose que peut-être au moins une soixantaine d'entre eux sont peut-être déjà morts. Enfin, voilà, il y a et puis de se retrouver dans un état de siège permanent, hein, de violence permanente. Donc en fait, je pense qu'aucun des deux protagonistes qui sont des deux côtés de ce conflit n'ont vraiment à cœur la survie de leur population ou le bien-être de leur population. Est-ce qu'on sait s'il y a des liens politiques entre Netanyahou, donc Premier ministre israélien, et le Hamas avant cette attaque-là ? Alors, il n'y a pas des liens politiques. Il faut bien faire attention. Le Hamas est une organisation terroriste, hein, considérée comme terroriste par l'ONU, par l'Union européenne, etc. Le gouvernement de Netanyahou est un gouvernement démocratique, élu démocratiquement. Ce qui se passe, c'est que le Hamas a été élu, à un moment donné, on peut discuter des conditions, etc., mais a été élu pour gouverner, entre guillemets, Gaza. Donc effectivement, des membres de la branche politique du Hamas gouvernent les différentes institutions à Gaza. Et ce qui est vrai, c'est que pendant pas mal d'années, Netanyahou a plutôt favorisé le Hamas dans le sens où a laissé passer, par exemple, des financements qui passaient par le Qatar et qui arrivaient par Israël et qui étaient ensuite transmis au Hamas pour construire un hôpital, développer une université, etc. Donc en fait, c'est ce lien-là. On dit souvent Netanyahou a favorisé. Alors je ne sais pas si c'est favorisé, mais en tout cas, il n'a pas empêché le Hamas en pensant. Et je pense que quelque part, il s'est dit le Hamas gère Gaza. L'autorité palestinienne, ça l'affaiblit parce que du coup, le Hamas prend la main sur Gaza. Et donc l'autorité palestinienne est réduite à la portion congrue sur la Cisjordanie notamment. Et par ailleurs, Netanyahou n'a jamais eu beaucoup d'intérêt à ce qu'en fait l'autorité palestinienne ou la solution à deux États se profile vraiment. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est parce qu'il n'est au pouvoir que grâce au soutien de l'extrême droite, qui elle-même est en faveur de la disparition, enfin surtout pas de l'existence d'un État palestinien, qui soutient la colonisation illégale de la Cisjordanie et de Gaza aujourd'hui. Donc il est tenu, en fait, il ne doit sa présence au gouvernement que grâce après s'être allié avec cette extrême droite. Et d'autre part, parce qu'il a une série de casseroles judiciaires j'allais dire, aux chevilles, on va dire, pour pas dire autre chose, et qui font que pour le moment, il bénéficie de l'immunité dans la mesure politique, puisqu'il est Premier ministre. Mais le jour où il n'est plus au pouvoir, la machine judiciaire se remet en route. Ce sont des procès pour corruption, et il risque la prison. Donc il n'a aucun intérêt, ni à ce que la guerre se termine, ni à ce qu'il quitte le pouvoir. Donc pour lui, l'intérêt, c'est plus la guerre se prolonge, moins les barreaux d'une prison éventuelle se rapprochent. Et justement, en un an, comment est-ce que la société israélienne a perçu ce conflit ? Comment est-ce que ça a évolué ? Et comment la société israélienne a perçu les actions du Hamas et de Netanyahou ? Super, c'est très compliqué à expliquer. Je pense qu'il y a à la fois, on en parle très souvent avec notre correspondant sur place qui connaît très très bien la société israélienne, Nicolas Rouget. En gros, il y a pas une opposition énorme à la guerre, comme il y a pu avoir à certains moments des manifestations terribles. Il y a d'énormes manifestations. Il y a quand même 400 000 personnes, en gros, hein, qui tous les week-ends, depuis des mois, manifestent dans les rues de Tel Aviv, vont jusque devant la résidence de Netanyahou, contre Netanyahou, en lui disant « faut arrêter, quoi, ramener les otages, etc. » Après, il y a ça. Et puis, il y a à côté ce sentiment, effectivement, qu'ils sont en danger et que le Hamas est un danger
et que donc il faut que le Hezbollah est un danger, que l'Iran est un danger, et que donc il faut se protéger d'une manière ou d'une autre, et que pour le moment, la manière que le gouvernement israélien a choisie est celle de l'attaque violente et armée. Donc il n'y a pas le taux dans l'opinion publique. Netanyahou est pas très 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 populaire, même il est très très peu populaire. Mais en même temps, sa cote de popularité très petite ne diminue pas non plus. Parce qu'il est il est le chef de l'État, et que pour le moment, le chef du gouvernement, et pour le moment, il y a ce sentiment encore de comment restaurer la sécurité. Alors il y a des voix, y compris, c'est assez frappant d'ailleurs, on l'a raconté dans le journal aujourd'hui, sur le site, on a ces témoignages, on a pris des témoignages assez variés, on a choisi 8 voix, évidemment c'est pas exhaustif, ce sont 8 personnes très différentes, 4 Gazaouis, 4 Israéliens, qui racontent comment cette journée-là les a fait basculer, comment leur vie d'avant ne reviendra jamais, en fait, d'une certaine manière. Et parfois, ça tient à cette journée est une vraie bascule, y compris pour les militants de la paix qui disent aujourd'hui, qui quelque part au fond d'eux disent, mais moi j'ai toujours voulu la paix, quoi. Mais en fait, comment aujourd'hui la construire, cette paix, et d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. Et c'est terrible, en fait. Le constat est terrible. Est-ce que justement, dans ces témoignages qu'on a dans le journal de Libé du jour, il y en a un ou deux qui t'ont particulièrement marqué, dans lequel tu vois rentrer dans le détail? Tu nous parles déjà de ce rapport à la paix. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te marquent? Il y en a plein. En fait, ils sont tous très très marquants, chacun dans leur spécificité, parce qu'ils représentent tous une sorte de pièce d'un puzzle ultra difficile, quoi. C'est pas un puzzle à 1000 pièces ou 10 000 pièces, c'est un puzzle à je ne sais combien de pièces, et c'est super compliqué. Donc il y a cette survivante du festival Nova, la jeune fille qui est sur la une est une survivante aussi. C'est pas elle qu'on a interviewée, et qui raconte qu'en fait elle ne se souvient de rien. En fait, et elle raconte qu'il lui a fallu, qu'elle comprenait pas, qu'elle dormait pas, qu'elle faisait cauchemar, et en même temps elle ne se souvient de rien, et elle est en thérapie et post-traumatique, et qu'en gros elle a effacé, et elle raconte justement ce sentiment elle savait qu'il fallait qu'elle court, qu'il fallait qu'elle s'échappe, mais elle comprenait pas ce qui se passait, quoi. Donc je trouve ça super frappant, parce que ça redit cet instant de sidération absolue. Après, il y a aussi ce Gazaoui qui était en Cisjordanie, parce qu'il travaillait en Israël. Il faisait partie des Gazaouis qui avaient le droit de rentrer en Israël pour aller travailler, parce qu'on oublie ça aussi. Il faut rappeler qu'il y avait beaucoup de Palestiniens qui travaillaient en Israël et qui faisaient l'aller-retour tous les jours, etc. Bon, dans des conditions pas forcément extraordinaires, et qui en fait dit, en fait, il n'a jamais pu rentrer à Gaza, retrouver sa famille, et depuis 1 an, il est bloqué en Cisjordanie, dans un centre culturel coréen, ça s'invente pas, avec d'autres Gazaouis qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Et donc, lui a vu des membres de sa famille mourir sur les réseaux sociaux, sur des vidéos qu'on lui envoie, et il ne peut pas rejoindre sa famille ou faire venir sa famille. Donc, et il est bloqué là, il est enfermé là, il ne peut pas quitter la Cisjordanie non plus. Donc, c'est extrêmement frappant aussi. Et puis, il y a ceux qui racontent, comme cette chirurgienne de Gaza, qui était une jeune chirurgienne qui venait d'avoir son diplôme de chirurgienne, et qui dit, mais avant, la vie n'était pas parfaite, mais j'avais une vie. En fait, ils disent tous ça. Ils disent tous, avant, on avait une vie. C'était pas parfait. Il y avait une angoisse sécuritaire. Il y avait une angoisse de pouvoir voyager autant qu'on voulait pour les Gazaouis, ou pour les Israéliens. Il y avait cette angoisse des alertes, etc. Mais on avait une vie plutôt chouette, quoi. Et aujourd'hui, on n'a plus rien. Et c'est ça qui moi, m'a serré le cœur en lisant et en recueillant tous ces témoignages. Dans les articles que vous allez pouvoir retrouver sur le site de Libération, on a notamment un récit qui est très intéressant. On a envoyé Nicolas Rouget sur la route 232, et en fait, qui 1 an après a refait le trajet, qui est retourné sur les lieux du massacre du 7 octobre 2023. Est-ce que tu peux nous en parler, Sonia, et nous dire un petit peu ce qu'il raconte ? Oui, c'est un exercice un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. En général, on essaye de ne pas trop se mettre en scène en tant que journaliste quand on raconte, quand on est dans un reportage, surtout dans des endroits comme ça, parce que c'est pas l'important, ce sont les personnes qu'on rencontre et les personnes qui ont subi ces événements. Mais là, on s'est dit que c'était intéressant. Nicolas, il est parti dès le 7, le matin même, il est parti vers Donc vers on parle là. du 7 octobre 2023, voilà. Le jour du massacre. Dès le jour du massacre, exactement. Il part et il va voir ce qui se passe vers Gaza. Et en fait, lui non plus ne sait pas
ce qui se passe. Il sait qu'il y a un truc énorme qui se passe, donc il part comme journaliste, il va faire son travail, il avance pour aller vers là où a lieu l'attaque. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est retrouvé dans des situations pas très confortables, à devoir fuir à certains moments, se cacher, etc. Parce que, en fait, il a réalisé, mais après coup, que c'était une zone de guerre, mais de guérilla en fait, où tu savais pas trop qui était l'ennemi ou l'ami, où c'était impossible de comprendre ce qui se passait. Et donc là, il est reparti sur cette route qui longe la frontière avec Gaza. Qui est devenue une route un petit peu mémorielle, où en fait il y a des endroits, des hangars qui ont flambé, des kibboutz qui ont flambé, qui n'ont pas été reconstruits, rien n'a été reconstruit, tout est resté assez figé. Il y a même vous avez sûrement vu ces photos emblématiques de voitures abandonnées, criblées de balles sur l'autoroute, avec des corps parfois allongés à côté. Les carcasses de ces voitures ont été emmenées, posées, repeintes, posées sur le long d'une route vers Tel Aviv et vers la résidence de Netanyahou. Donc il y a toutes ces choses-là. Et c'était pas simple pour Nicolas de raconter, parce que ça veut dire que lui aussi doit se mettre un peu en scène et se remémorer certaines choses. Mais je pense que l'exercice est plutôt intéressant, parce qu'il il raconte aussi à quel point ça lui pose des questions sur l'exercice de son métier, sur à quoi ça sert ce qu'il fait, de raconter, parce que il a pu raconter très bien les kibboutz, les survivants, etc. Il n'a pas accès à Gaza, aucune presse internationale ne peut aller à Gaza. Donc, en fait, pour humaniser ce qui se passe aussi à Gaza, c'est super difficile, même si on a des vidéos, on a des témoignages, mais c'est jamais la même chose d'avoir un témoignage par téléphone ou même par Skype, et d'avoir un témoignage direct où on parle à la personne, où on peut lui prendre la main, où on peut voir comment elle... C'est complètement différent de témoigner. Et c'est frustrant quand on est journaliste et qu'on essaye de raconter la réalité d'un conflit, de n'avoir accès qu'à un seul côté, quoi. Donc voilà, oui, cet exercice n'a pas été facile pour lui à écrire. Ça renvoie à plein de choses aussi. Il raconte de la société israélienne, comment la société israélienne est brisée, en fait, est complètement déchirée, entre ceux qui disent mais à quoi bon tout, c'est rajouter de l'horreur à l'horreur, et en même temps ceux qui disent mais on n'a pas d'autre choix, et qu'est-ce que tu expliques à des enfants aujourd'hui qui grandissent à l'école? Comment tu leur racontes ce qui est en train de se passer, ce qui va se passer plus tard, parce que tu n'as aucune notion. Et c'est vrai pour les petits Israéliens aujourd'hui, et comme les Gazaouis qui peuvent plus aller à l'école non plus depuis un an, quoi. Il y en a beaucoup qui disent que Netanyahou n'a pas vraiment d'intérêt à terminer la guerre, parce que si la guerre se termine, il fera face à de nombreux procès. Pourquoi est-ce que les gens disent ça? Il a une série de procès en cours pour corruption, qui sont suspendus puisqu'il bénéficie d'une immunité puisqu'il est Premier ministre. Le jour où il n'est plus au pouvoir, la machine judiciaire reprend son cours. Jusqu'à présent, la justice en Israël fonctionne, donc la machine reprendra son cours, et les charges qui pèsent contre lui de corruption sont extrêmement graves et peuvent entraîner son emprisonnement. Donc en fait, il n'a aucun intérêt à quitter le pouvoir à l'heure actuelle. Donc du coup, aucun espoir pour la paix. Alors non, il ne faut pas... mais tu sais... pardon, mais je crois que c'est un... Aucun espoir, en fait. Si on regarde aujourd'hui, on se dit... il n'y a aucun espoir, parce qu'effectivement, la guerre ne fait que s'étendre. On craint... Israël a annoncé qu'ils allaient lancer des représailles contre les derniers tirs le barrage de missiles lancé contre Israël par l'Iran. Donc on risque une escalade supplémentaire. On voit bien l'impuissance où le monde appelle à arrêter tout ça, à déclarer un cessez-le-feu, mais ça n'arrête pas. Donc effectivement, c'est très difficile de garder espoir. Après, il faut se rappeler aussi que j'ai interviewé récemment le haut-commissaire aux droits humains de l'ONU, et dans une des questions, je lui ai posé exactement cette question en disant il n'y a plus d'espoir. Et il m'a dit, j'ai toujours été frappée de voir que l'écrivain autrichien Stefan Zweig s'est suicidé en 1943. Profondément déprimé par la guerre, au cœur de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale. Et il dit, et il venait d'écrire Le Monde de demain, donc un bouquin qui un peu visionnaire sur
sur la fin d'un monde et le début d'un autre. Et il disait, en fait, s'il avait attendu seulement 2 ans, il aurait vu émerger un monde complètement différent, où l'ONU était créée, où on a ensuite fondé l'Union européenne plus tard, enfin l'ancêtre de l'Union européenne, et un monde en paix, en tout cas, dans un premier temps. Donc on peut jamais dire, je crois, qu'il n'y a aucun espoir. Il faut garder quand même Puis je crois qu'on n'a pas trop de choix non plus. Il faut garder espoir qu'à un moment donné, la raison prévaudra et qu'on y arrivera. Mais c'est vrai que le paysage est très, très sombre à l'heure actuelle. À la suite de ce massacre du 7 octobre et au fil de cette année, comment est-ce que la communauté internationale a réagi face au conflit au Proche-Orient ? La communauté internationale, elle réagit elle agit dans le sens où elle essaye d'apporter une aide humanitaire, notamment à Gaza, dans la mesure du possible, dans ce qui lui est autorisé, puisque c'est Israël qui contrôle les passages et autres. Elle essaye de faire pression sur les uns et les autres pour essayer, par des intermédiaires, directement, par des déclarations, par des poursuites ou des menaces de poursuites, que ce soit contre Israël ou contre le Hamas, ou en parlant avec tous les pays de la région, les pays arabes de la région qui sont impliqués, le Qatar, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Égypte. Mais en fait, la réalité aujourd'hui, c'est que pour le moment, à part cette minuscule trêve en novembre dernier qui a permis la libération d'une partie des otages et la libération de prisonniers, on n'y arrive pas, en fait. Et la communauté internationale n'arrive pas à convaincre que ce soit Netanyahou ou le Hamas d'arrêter, ou le Hezbollah d'arrêter. On a des tournées, je ne sais plus à combien de tournées dans le Moyen-Orient on en est du secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le nouveau ministre des Affaires étrangères français est en train d'achever une tournée au Proche-Orient Express. Il a fait, je ne sais plus, 6 pays en 4 jours. Il est en Israël aujourd'hui. Tout le monde essaye d'une manière ou d'une autre, mais c'est vrai que la réalité est que pour le moment, on ne voit pas de pression suffisante, en tout cas, sur les uns ou les autres pour qu'on arrive à un cessez-le-feu. Et on n'oublie pas que celui qui aurait le plus de poids, ou ceux qui ont le plus de poids, ce sont les États-Unis. Sur Israël, il n'y a aucun doute, qui sont à l'heure actuelle en pleine campagne électorale. On est à juste 1 mois de l'élection présidentielle, qui est extrêmement serrée. On sait qu'on a Kamala Harris et Donald Trump sont au coude à coude. Ça va être sur le terrain, ils vont faire campagne les uns et les autres jusqu'au dernier moment. Et c'est vrai que c'est pas le moment idéal pour faire une pression très forte sur l'un ou l'autre, parce qu'ils sont en campagne électorale. C'est jamais un bon moment, donc c'est compliqué. Aujourd'hui, dans le conflit entre le Hamas et Israël, où en est-on? Les otages, les bombardements à Gaza, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Alors, il se passe qu'à Gaza, il y a toujours des bombardements. Il y a encore des zones... en fait, on a parfois tendance à se dire il y a plus rien à détruire, tellement on a vu les images de destruction quand même, de champs de ruines qui est devenu Gaza. Mais il se trouve qu'il y a encore des poches d'endroits, et y compris des zones de réfugiés. Alors Israël justifie en disant que le Hamas se sert... Et c'est probablement en partie vrai, puisque c'est ça depuis le début, que le Hamas se sert en partie des civils comme couverture, donc opère de l'intérieur de certains endroits. Mais donc, en fait, on a des civils qui en sont, on a eu des témoignages, qui en sont à la 9e déplacement de leur famille. Donc, ils sont partis de leur appartement pour aller dans un autre appartement, puis un autre, puis ensuite dans une tente, et puis dans une autre tente, et qui aujourd'hui reçoivent encore des avis de bombardement imminent. Et donc, il faut tout empaqueter et repartir. Et ils ne savent pas où repartir, parce que la zone où ils vont repartir sera peut-être la suivante qui sera à nouveau sous le feu. Donc ça, c'est quelque chose qui reste quotidien à Gaza. On a au Liban des tirs incessants du Hezbollah vers Israël et d'Israël vers le Liban Sud et Beyrouth, notamment la banlieue sud de Beyrouth, qui est considérée comme un fief du Hezbollah. On a vu qu'il y a eu l'attaque spectaculaire au beeper, au talkie-walkie, et l'élimination de pratiquement tout l'état-major du Hezbollah. Mais il y a eu aussi des civils qui ont été tués
pendant ces attaques. Et aujourd'hui, on a des troupes israéliennes qui font des incursions, qui s'approchent de la frontière avec le Liban. Donc ça, c'est le nord. Il faut savoir aussi qu'au nord d'Israël, il y a 60 000 Israéliens qui vivaient dans le nord d'Israël et qui, en fait, ont depuis un an, et les premiers tirs du Hezbollah qui ont suivi littéralement le lendemain, le 8, le Hezbollah a commencé à tirer sur Israël en soutien au Hamas. Ces 60 000 personnes ont déménagé, ont quitté leur maison et n'ont pas pu rentrer chez eux depuis un an. Donc en fait, voilà, c'est un conflit qui est... Qu'est-ce que j'ai oublié dans la question? Ma question, c'était aussi posée sur les otages. Donc, le Hamas a capturé des otages israéliens le jour du 7 octobre. Où en est-on? Est-ce que certains ont été libérés? Est-ce que d'autres sont décédés? Oui, il y a eu 250 otages à peu près qui ont été pris en otage au départ. Il y en a eu un certain nombre libérés pendant la petite trêve des 10 jours au mois de novembre. Aujourd'hui, je crois que c'est à peu près 134 otages qui sont encore à Gaza. Sur les 134, alors il y a plusieurs sources et c'est très variable, donc on ne sait pas combien sont encore en vie. On sait qu'on en a... il y a eu des échos comme quoi 60 d'entre eux pourraient au moins d'entre eux pourraient être morts. On a appris aujourd'hui qu'un des otages est bien mort là-bas et son corps est encore à Gaza. C'est sa famille qui l'a annoncé aujourd'hui. On a dans nos témoignages, par exemple, le frère d'un des otages qui a survécu, en fait, c'est jusqu'au mois d'août, et qui a été tué par les Israéliens, en fait, qui les ont pris pour des terroristes ou pour des attaquants ou je ne sais quoi. Et donc, il a été abattu après avoir survécu des mois otage. Donc voilà, et on ne connaît pas vraiment ni leur état de santé, ni s'ils sont vivants ou morts. Sonia, tu voulais parler de la montée de l'antisémitisme dans le monde à la suite de ce conflit. Effectivement, on n'a pas évoqué ça, mais on a parlé d'une région, on a parlé de deux sociétés déchirées, israéliennes et palestiniennes, on a parlé du Liban, de l'Iran, etc. Ce qu'on n'a pas évoqué, effectivement, c'est pas forcément le jour, mais en même temps, si, je crois, à quel point ce qui s'est passé le 7 octobre a eu un impact dans nos sociétés à nous, nos sociétés, que ce soit la France, l'Europe, les États-Unis, etc. On l'a vu avec un nombre de manifestations à la fois pro-Israël, mais aussi pro-palestiniennes, et l'incapacité absolue de pouvoir être à la fois pro-Israël et pro-Palestine, ou pro-palestinien, comme si c'était absolument antinomique. Et effectivement, cette montée, mais immédiate, qui a fait suite littéralement le lendemain du 7 octobre de l'antisémitisme et des actes antisémites dans nos sociétés, de manière absolument vertigineuse, ça fait très, très peur, et ça joue aussi dans ce sentiment de manque de sécurité absolue pour la société israélienne, mais aussi pour les Juifs du monde entier, et c'est pas normal. On devrait pas, ce n'est pas normal, et il faut le rappeler. Et comme ce n'est pas normal et c'est curieux de se dire qu'effectivement, ce conflit a généré des divisions dans nos sociétés à nous aussi, comme si souligner l'atrocité et la tragédie du 7 octobre empêchait de souligner la tragédie et l'atrocité de ce qui se déroule depuis 365 jours. Et moi, je crois que c'est possible de faire les deux, et que de souligner l'un ne nie pas la souffrance de l'autre, ou souligner la douleur de l'un n'empêche pas de souligner celle de l'autre. Voilà, c'était mon petit mot de la fin.